vient de recevoir une invitation pour visiter l'écotron de Montpellier, un centre de recherche hallucinant où l'on simule la météo du passé et du futur pour en voir les effets grandeur nature. Visiter l'écotron, ça revient un peu à prendre sa DeLorean et aller voir des bulles pour penser et anticiper l'avenir. Les Doc et Marty de l'écologie, c'est parti. On raccroche, on redécroche. Besoin de soutien technique d'une direction artistique. On raccroche, on est prêt et bien accompagné. Mais avant de décoller, on se lance dans quelques recherches sur les climats passés et à venir de notre belle planète bleue. On découvre qu'il y a près de 650 millions d'années, la Terre ressemblait vraisemblablement à une boule de neige, entièrement recouverte de glace. Pas de vie à la surface, tout se passait sous l'eau. Mais c'est pas le sujet. T'imagines que la concentration en oxygène dans l'air que nous respirons tous les jours est aujourd'hui de 21%, alors qu'elle était au Carbonifère il y a 300 millions d'années, 40% plus élevée qu'aujourd'hui. À l'époque, la Terre ressemblait à ça. Ce qui permit l'existence d'insectes aux proportions hors normes, comme Mesotelae, une araignée géante de 1,5 kg, ou encore Meganeura, une libellule énorme d'1 mètre d'envergure. Et puis il y a aussi Arthropleura, un mille-pattes long de 2,50 m. Bon, le problème avec Internet, c'est qu'on y perd le fil de nos pensées, et nous voilà pris dans la toile comme un poisson dans un filet, à s'extasier devant la composition de l'atmosphère de Vénus. 96,5% de CO2 dans l'air, contre 0,04 sur Terre. Bonjour l'effet de serre, 470 degrés au sol, assez pour faire fondre du plomb, mais là n'est pas la question. On s'égare encore, car à l'écotron, on simule le climat passé et celui qui nous attend dans un futur pas si éloigné. On griffonne toutes nos questions sur papier et c'est parti, en voiture. En DeLorean, Simone. On est accueilli par Jacques Roy, docteur en écophysiologie. Jacques, c'est une poigne vivace, un air jovial et une passion communicative pour son métier. Comme tout spécialiste des plantes, rien qu'en observant une feuille, il peut vous dire l'espèce et la nature du sol sur laquelle elle pousse. Moi qui peine à différencier un cactus d'un hérisson, j'ai envie de me faire tout petit et de me mettre en boule. Jack aime le jazz, John Coltrane et a une passion pour le trombone. Pour écouter un de ses groupes préférés, cliquez ici. La première question qu'on lui pose n'est pas la plus originale, mais une des plus importantes. Qu'est-ce que l'écotron ? On n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'on n'avait pas compris. Puis il comprend qu'on n'avait pas compris. Il nous dit qu'il comprend qu'on comprenne pas la première fois car c'est pas simple de rendre simple les choses compliquées. Jacques prend le temps de nous réexpliquer. Et on met des sols, des organismes vivants dans des conditions auxquelles ils n'ont pas évolué, n'ont pas été habitués. On fait varier les conditions de milieu, le taux d'humidité, la température, le taux de CO2 ou encore la lumière, la luminosité. Autant dire que parfois pour les plantes, tout ce sol, c'est pas toujours une partie de plaisir. Et puis on observe comment ils s'adaptent aux variations, parfois extrêmes, de l'environnement, quelles sont leurs réponses, leurs réactions, leur adaptation face aux contraintes ou modifications du milieu. On teste des scénarios, c'est important, des hypothèses, et dans cette infrastructure, on regarde en fait le futur à différentes échelles, mais on regarde aussi le passé, avec certains laboratoires, on regarde cela à la loupe et en grand. Ils doivent être un paquet à bosser ici. Alors ici, on est 7 personnes. Principalement des ingénieurs et techniciens pour faire fonctionner l'équipement. C'est une unité de service, donc il n'y a pas d'équipe de recherche à demeure ici. Donc on est ouvert aux équipes de recherche nationales et internationales qui viennent travailler ici. Ça titille ma curiosité. Sur quoi ils vont faire les recherches ? Les collègues travaillent à différentes échelles, se posent différentes questions. Donc ça peut être des questions très fines sur des sous-échantillons d'écosystèmes, par exemple. On a eu fait cette expérimentation avec des collègues de Berlin, Canberra en Australie et Lleida en Espagne sur le rythme circadien des plantes. Et là, il fallait suivre le fonctionnement des écosystèmes et prendre des mesures, en plus des mesures automatiques, des mesures manuelles. Donc on était là 24 heures sur 24. Finalement, on comprend vite quand on nous explique longtemps. On se donne rendez-vous demain pour buller, enfin, visiter les environnements confinés. On remercie Jacques infiniment. Puis on se dit que c'est débile car on peut pas remercier quelqu'un pendant toute l'éternité. On commence à visiter les macrocosmes, le sein des seins de la simulation en très grand des scénarios climatiques. Sous ces sortes de cloches, on soumet des écosystèmes entiers à tout plein de conditions différentes. À l'intérieur, on trouve des balances de précision capables de peser 10 tonnes à 300 grammes près. On vient y poser des blocs de terre gigantesques. Les macrocosmes portent bien leur nom. Les dômes font 30 mètres cubes et la durée des expériences peut s'étaler de 3 à 5 ans. Tu vas rester ici pendant 3 ans.
Bon, forcément, avec la chance qui nous caractérise, la quasi-totalité des plateformes sont inoccupées. Bon, il y a des mauvaises herbes qui se sont mises dans ce bac. Peu de plantes sous cloche à cette période. Les expériences sont en préparation. Damien, ingénieur écologue, fan d'Ibrahim Malouf, est en charge des macrocosmes. On lui demande comment se passent ses journées. Quand une expérimentation est en place, eh bien on arrive, on a un premier travail pour voir si tous les capteurs fonctionnent bien, pour voir s'il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la machine en elle-même, et puis pour justement regarder la donnée, on va dire brute. Après, bien évidemment, s'il y a des problèmes, il faut les résoudre. Et puis ensuite, eh bien, il y a le traitement de données au fur et à mesure. Et il y a toujours des améliorations de système. On en profite pour tester le matériel de sécurité et on continue notre visite pour rencontrer Alex, une joie de vie communicative et directeur adjoint de l'Écotron. On lui demande de nous parler de la prochaine expérience en préparation. Une de ces projets pour lequel on travaille maintenant, c'est un projet dans lequel on va regarder l'impact des vers de terre sur les gaz à effet de serre. Nous, on repense à Darwin, le génial père de la théorie de l'évolution, qui passa des décennies à étudier l'action de ces étranges créatures qui travaillent dans l'ombre et en silence, jour et nuit pour remuer la terre. J'ai commandé récemment un extracteur des vers de terre électriques. Ils sont gênés par les courants électriques et ils sortent et on peut les récupérer. Avec cette méthode, on ne blesse pas vraiment les vers de terre. Si on va creuser, on va les couper. On risque de les couper et les tuer. Mais aussi de perturber notre expérience. On n'électrocute pas les vers de terre, non? Difficile de ne pas sourire, même si les lombrics sont la première biomasse animale terrestre. 1 tonne par hectare en moyenne et près de 4 fois plus dans une prairie normande. En poids, l'équivalent de 3 vaches par hectare. Chaque fois quand je suis allé à l'administration pour déposer le bon de commande, c'était un délire, tout le monde trouvait ça On remercie Alex plusieurs fois, mais pas infiniment, et prenons la direction des microcosmes pour rencontrer Axel, étudiante à AgroParisTech, qui nous explique qu'une expérience, c'est comme un tournage, ça ne s'improvise pas. On va mettre en place une petite expérience préliminaire à la grosse expérience qu'il va y avoir dans les macrocosmes. Donc en fait, l'idée c'est de tester un petit peu d'abord qu'est-ce qu'on peut avoir comme émissions de gaz, parce qu'en fait on va mesurer des émissions de gaz dans les macrocosmes. Donc c'est de voir les émissions qu'on peut avoir dans un environnement qui est plus petit, donc qui est plus contrôlé. Et pour ensuite éventuellement comparer les différences qu'on peut avoir avec des expériences qui se font à une plus large échelle. À l'Écotron, on s'intéresse aussi à des tout petits volumes, des échantillons de la taille de dés à coudre. Dans ces boîtes particulières, on s'intéresse à la chimie du sol et à tout ce qui s'y développe, aux champignons, aux bactéries placés parfois dans des conditions extrêmes. Et puis Clément nous explique que pour faire toutes ces mesures, il faut des machines très sophistiquées, qui demandent des heures de formation, des années d'entraînement et qui sont parfois uniques en France. Maîtriser cette machine, c'est plus compliqué que piloter le Faucon Millenium. Il faut à peu près 1 heure pour mesurer un échantillon. Donc ça peut prendre plusieurs journées de travail pour la machine. On apprend que dans 1 gramme de sol de forêt, il y a plus de bactéries que d'habitants en France. Devant l'immensité des nombres du monde microscopique, on se sent tout petit. Et c'est avec l'envie d'aller voir quelque chose de plus grand qu'on laisse Clément à ses échantillons. Ce quelque chose de plus grand s'appelle Olivier. Directeur technique, fan de rap et de sport de haute montagne. Il nous parle de cette expérience étonnante où l'on recrée le climat du passé. Le projet qui tourne actuellement sur les enceintes microcosmes, où en fait on va essayer de créer un étalon pour connaître ce qui se passait il y a 10 000 ans au niveau climatique. Durant l'interview, vous avez pu remarquer qu'Olivier regarde souvent à ses pieds. La pièce étant petite, on lui pose des questions depuis le sol. Ici, à l'extérieur, les mésocosmes permettent de mettre des écosystèmes dans des conditions à venir, mais aussi de replonger dans les conditions du passé. On peut par exemple faire respirer aux plantes un air identique à celui de 1800, avant la révolution industrielle. Et toutes ces données accumulées, ils vont les garder longtemps. Et de toute façon, on est obligé, même si un article scientifique est publié, on est obligé de garder les résultats un certain nombre d'années après pour vérification si jamais un autre chercheur a trouvé un résultat qui diffère ou pas. À l'Écotron, chacun est un peu comme un musicien instrumentaliste, qui interprète la partition d'un chef d'orchestre, ici en l'occurrence l'équipe scientifique qui dépose un projet. C'est ça qui fait l'intérêt au final de l'Écotron, c'est que on n'a pas un sujet de recherche. Nous, au final,
on est plus instrumentaliste, donc on accompagne les différentes équipes qui viennent avec leur sujet d'étude, avec leurs hypothèses de travail, et donc c'est jamais les mêmes, et c'est ça qui est intéressant. Ici, une plante dans sa bulle se retrouve un peu comme Jim Carrey dans Truman Show. Les conditions de son monde sont modifiées et choisies par le chercheur qui, de l'autre côté de la vitre, construit les scénarios. Taquin, on lui demande quelle est la bourde à ne pas faire. Donc nous, on est qualifié quand même au niveau scientifique d'écologue et non d'écologiste. Et les deux termes sont bien différents au final. Écologue, c'est vraiment travailler sur la compréhension des fonctionnements écosystémiques, donc d'un écosystème d'études confiné ou pas, et écologiste, tout le monde peut l'être, de par ses convictions. Et là, le moment de la question piège, qu'est-ce que n'est pas un chercheur ? Je pense que le raccourci éventuellement qui peut être énervant en sciences, c'est justement de penser que tous les chercheurs ne voient le monde qu'à travers justement leurs petites cases et leurs petites boîtes et leurs petits schémas, parce que certes c'est le métier qu'ils font, mais c'est pas forcément qu'ils appréhendent tout le monde qui les entoure comme ça, quoi. Et pour finir, la blague la plus nulle sur la recherche qu'ils connaissent. C'est dans la recherche, ça serait plutôt rigolo de trouver que de chercher. Jacques nous explique qu'ici on a aussi fait des expériences sur des sols de prairie pour voir comment ils vont s'adapter au réchauffement climatique, aux nouvelles conditions de vie. Puis, on nous rappelle cette réalité inquiétante. 2016 est déjà assuré à 99% de détrôner 2015 comme l'année la plus chaude depuis le début des relevés de température en 1880. Alors que 2015 était déjà l'année la plus chaude depuis le début de ces mêmes relevés. Entre l'activité humaine et le taux de CO2 dans l'air, c'est clair, il y a un lien de cause à effet de serre. Est-ce parce qu'on vient de prendre un coup de chaud ou parce qu'à contempler certains scénarios de l'avenir, le temps semble passer à toute vitesse, mais l'heure tourne et il est déjà temps de partir et quitter cette très grande infrastructure de recherche. Visiter l'écotron, c'est faire un étrange voyage, dans un futur qu'on cherche à anticiper, auquel il faut se préparer, tout en sachant que c'est un futur qu'il est encore temps de changer. Voilà, c'est fini. Pour se rassurer, on se dit que 2-3 degrés de plus, c'est juste un pull en plus ou en moins. Sauf qu'en y regardant de plus près, la différence de température mondiale moyenne entre la dernière ère glaciaire, il y a 20 000 ans, et aujourd'hui, n'était que de 5 degrés. Or, il faisait entre 10 et 15 degrés de moins en moyenne en Europe continentale, et celle-ci et l'Amérique du Nord étaient recouvertes d'une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres. La France ressemblait au nord de la Sibérie actuelle. Le niveau de la mer était plus bas de 120 mètres, et on pouvait passer à pied de la France à l'Angleterre. Ce n'est pas un pull en plus ou en moins, c'est tout autre chose. Autre chose que l'écotron aide à comprendre. Fatigué, je cherche à noyer mon chagrin dans le café, au risque de lui apprendre à nager. Puis, je me dis que tout comme l'océan, ma tasse de café est une grosse goutte pleine de petites. Et si tu penses que tu es trop petit pour changer quoi que ce soit, essaie donc de dormir avec un moustique dans ta chambre. Tu vas rester ici. Non, c'est bon. Attends. Vous démarrez pas l'interview là.